Quelle que soit la
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Le Bahia Beach Club, une boîte de nuit au cœur du Rotterdam High Tech. Depuis 4 ans, le patron des lieux propose à ses clients un cocktail inédit en Europe, quelques glaçons, un doigt de whisky et une puce électronique insérée sous la peau pour régler la note. La puce est sous ma peau, donc je ne peux pas vous la montrer. Sur la puce, il y a seulement un numéro unique, relié à une base de données, avec des informations sur moi, mon compte, mon nom, ma photo. Et aussi le détail de toutes ses consommations. C'est une infirmière qui introduit la puce sur place et avec une seringue. À la clé, accès au carré VIP. Jusqu'à présent, ce genre de puce était réservé en Europe au contrôle des animaux d'élevage. Si vous vous baladez dans le club, vous verrez que c'est un club normal. Nous sommes ouverts depuis 15 ans. C'est l'un des plus grands clubs de Hollande. Les gens adorent ça. En fait, ils trouvent que c'est un super système. Ces petites puces intelligentes qui communiquent des informations à distance sont déjà présentes dans notre quotidien. Leur nom, RFID, identification par fréquence radio, c'est la spécialité de Mélanie Ribach. Elle travaille sur la sécurité des données à l'Université libre d'Amsterdam. Le pass d'accès à l'université, c'est de la RFID. La carte pour le covoiturage, c'est de la RFID. Et le pass d'entrée à la bibliothèque publique d'Amsterdam, c'est aussi RFID. Des cartes, rien d'inquiétant jusque-là, nous en utilisons tous les jours. Pourtant, elles peuvent devenir un vrai danger pour notre vie privée. Le problème, c'est dès qu'on associe des informations à ces puces. Les opérations de collecte d'informations deviennent beaucoup plus faciles, c'est sûr. La collecte d'informations, voilà ce qui inquiète Aldo Marcus, représentant de l'Association des voyageurs néerlandais. Il est contre la fameuse carte à puce OV, une carte de transport et de paiement obligatoire, généralisée à tous les moyens de transport aux Pays-Bas, une première en Europe. Je dois valider mon titre de transport en sortant du métro. Et là, je veux prendre le train, donc je dois à nouveau le valider. Chaque trajet est donc automatiquement enregistré et stocké dans une base de données nationale. La société de transport n'a pas attendu le feu vert des autorités pour mettre la carte en service.
Je n'ai rien à cacher, mais il peut y avoir des situations où je n'ai pas envie que mon patron ou ma femme sache ce que je fais. La RFID, c'est aussi une aubaine pour les industriels. Grâce à leur numéro unique et parce qu'elles sont lisibles à distance, les puces facilitent la traçabilité et la gestion des stocks. À terme, elles remplaceront donc le code barre sur tous les objets de notre vie quotidienne. Mais cette technique a un revers, une intrusion toujours plus grande dans la vie du consommateur. Si j'ai une puce intégrée dans mon manteau, elle peut être utilisée pour me suivre à la trace. La puce est associée à ma personne et lorsque j'entre dans une boutique avec ce manteau et que le magasin reconnaît la puce à distance, alors ils savent qui je suis. Identifier et collecter des informations sur les clients grâce à des puces pour améliorer le marketing. Pour les commerçants, le bénéfice est évident, mais les défenseurs de la vie privée craignent que ces informations soient détournées vers d'autres usages. Cela va permettre toujours plus de services personnalisés. Mais cela peut aussi être utilisé pour exclure des clients que les entreprises n'ont pas envie d'avoir. Comme dans les compagnies d'assurance, par exemple. Pour les assureurs, certains clients sont très intéressants et d'autres pas du tout. Membre du réseau européen Big Brother Award, Joris récompense chaque année les pires atteintes à la vie privée aux Pays-Bas. Les puces RFID sont souvent montrées du doigt par son association, mais cette année, le bonnet d'âne est revenu aux citoyens néerlandais pour leur insouciance. Tant que j'ai pas un GPS sous la peau, tout va bien. Un jour, dans quelques années à peine, on aura tous une puce sous la peau dès la naissance. La multiplication de ces puces intelligentes ne semble pas inquiéter les Néerlandais, pourtant connus pour être de farouches défenseurs des libertés individuelles. Vous ne pensez pas, Alex Turk, qu'un jour, ça va nous être imposé presque à notre insu, on va se voir greffer des puces sous notre peau Moi, je vais vous dire sincèrement, je trouve ça consternant. Qu'on puisse utiliser des puces RFID pour entrer dans une boîte de nuit, c'est d'ailleurs pas aux Pays-Bas que ça a été, c'est à Madrid. Moi, j'ai rencontré le chirurgien madrilène qui est spécialisé dans les opérations pour aller les rechercher dans la chair. Et de temps en temps, c'est pas si facile que ça. Je trouve incroyable qu'on puisse aujourd'hui accepter une telle atteinte à son intimité physique et mentale pour un bénéfice aussi dérisoire que d'entrer dans une boîte de nuit de manière privilégiée. C'est l'exemple type de mauvais usage d'une technologie. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des réflexions, par exemple, pour aider les malades atteints de maladie d'Alzheimer, avec l'accord des parents, sous contrôle d'un juge, pour les aider, grâce à une puce, à ce qu'ils se repèrent dans l'espace, etc. Voilà un usage qui mérite réflexion. Et après, à côté de ça, nos jeunes... Moi, j'ai des étudiants à la fac de Lille. Quand je leur parle de ça, ils trouvent ça génial, ils se roulent par terre. Mais on a vu dans le reportage qu'ils n'étaient pas du tout gênés. Mais quand je leur dis que si leur maman vient les chercher maintenant pour le rappel de piqûres antitétaniques, là, ils se planquent sous les jupes, tellement ils ont peur. Je trouve ça consternant. Gunther Wallraff. En fait, c'est le début d'une ère de la mise sous tutelle volontaire. Bien sûr, absolument. On amène quelqu'un, simplement pour des raisons de distraction, de divertissement, à tout accepter, et finalement, il devient une sorte d'homme-objet, manipulé, contrôlé de l'extérieur. Et son individualité qui est tellement appréciée aux Pays-Bas, moi je connais bien les Pays-Bas, c'est quand même terrible que ça se passe dans ce pays-là, justement. Et finalement, ça transforme l'homme en marchandise. Et ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Il y a d'énormes intérêts commerciaux. Regardez les caméras, le marché des caméras est gigantesque, même si ça permet de trouver des crimes ou des délits. Mais quand même, on fait du business, Et tous ces centres d'appel, qui est un fléau moderne, ils vivent de ces informations, empoisonnent l'existence des gens, et ça, c'est du consumo-terrorisme. Ça peut vous donner une occasion, un scénario possible, non, une idée de livre. Gunther Wallraff, c'est pour vous ça, hein. Je vous laisse la possibilité. Juste un mot pour répondre à madame, vous dites chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Est-ce que les gens ont la liberté de prendre le métro? Est-ce que le Navigo-Pass qui vous permet de tracer... Alors d'accord, si vous payez plus cher, vous pouvez avoir si vous payez 5 €, vous avez la possibilité de ne pas être... de paiement et de passage électronique qui ne permet pas de vous tracer. Ça veut dire quoi? Que seuls les pauvres
auraient le droit d'être tracés et que ceux qui ont les moyens, enfin ceux qui ont vraiment les moyens ne prennent pas le métro, hein, on l'a compris. Mais enfin, moi c'est quand même quelque chose qui me surprend. Et entre les libertés telles qu'elles sont perçues individuellement et la chape de plomb ou la chape d'électronique qui est en train de nous tomber sur la tête, je passe pas pour quelqu'un qui est particulièrement laxiste, je ne crois pas. Je recherche les traces que laissent les individus dans les banques de données telles qu'elles existent, mais il vous suffit d'ouvrir votre boîte aux lettres, madame, tous les jours pour voir toutes les publicités que vous avez. Tout ça provient de fichiers qui ne sont pas forcément des fichiers publics, mais ils sont de fichiers qui sont parfois vendus, ils sont omniprésents. Des fichiers qui sont vendus, et qui parce sont qu'on repère très précisément le consommateur les uns après les autres, et le profil du consommateur. Et sans autorisation préalable, bien sûr. Et la véritable problématique, elle est là. Il ne s'agit pas de renoncer à la technique, mais il n'y a pas que les États, il n'y a pas que les pouvoirs publics qui sont impliqués dans cette affaire-là, le commerce l'est également, et puis vous savez, en matière d'écoute téléphonique, avec les progrès de la technique, c'est plus tellement, ça peut l'être aussi, l'État ou tel pouvoir qui utiliserait par-delà les lois en vigueur les possibilités de la technique. Il y a plein d'officines privées, puisqu'avec une valise un peu bien conçue, vous allez vous placer à tel endroit et vous surprenez toutes les conversations téléphoniques, toutes les liaisons informatiques que les gens ont. Alors, et ça va être un des véritables défis. On va réécouter nos témoins. Annick, on vous a coupé dans votre élan, vous vouliez dire? Oui, mais enfin, moi je continue à penser que quand on sait l'influence que ça peut avoir d'avoir une puce sous la peau, etc., vous avez la possibilité de choisir. Il faut donc informer les enfants, informer les jeunes. Je sais que tout ça, c'est une activité commerciale. Mais quand même, vous êtes libre, vous avez le droit de choisir. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Des entreprises, un jour, pourront demander à leurs salariés d'avoir un petit pass comme ça, en leur disant ça sera formidable pour la machine à café, vous n'auriez plus à payer, ou pour le badge, vous pourrez rentrer, on saura, puis finalement, on oublie, non? Mais vous n'avez qu'à refuser. Vous avez le droit de refuser. Et tant qu'on a le droit de refuser, c'est bon, hein, tout le problème est là. Sauf si l'emploi est en cause. More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Tom Costello, NBC News, Alexandria, Virginia. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.